Lorsque l'armée ukrainienne a reçu pour la première fois des véhicules blindés de transport de troupes Fighting Vehicle 103 Spartan en juillet 2022, ce n'était pas un événement qui a fait le tour du monde. La plupart des analystes militaires pensaient lire que ces véhicules auraient peu d'impact sur le champ de bataille. Après tout, même à l'époque, ils étaient loin d'être des véhicules de combat d'infanterie modernes. La Grande-Bretagne elle-même, les ayant retirés du service il y a plus de 15 ans. L'Ukraine est le 7e pays à utiliser ce véhicule, la Lettonie restant le seul autre pays européen à en disposer. Comparé à l'équipement militaire moderne russe, les Spartans paraissent dérisoires et insuffisants. Pourtant, 3 ans et demi après le début de la guerre, le nombre de Spartans sur le champ de bataille est passé de 35 à près de 200. Et sur ce nombre, seulement environ 35 ont été perdus, selon la Société de surveillance du renseignement, en source ouverte Oryx. Le taux de survie d'environ 825% est similaire à celui des meilleurs systèmes occidentaux et ukrainiens. Ce qui suggère que ces véhicules modestes sont bien plus qu'ils n'en ont l'air. Alors, examinons précisément comment l'Ukraine a transformé des véhicules destinés aux cases britanniques en monstres de première ligne, capables d'affronter les chars avancés de la Russie. Voyons maintenant les spécifications réelles, leur signification, et pourquoi elles ont failli rendre les Spartans obsolètes. Le Fighting Vehicle 103 Spartan a été développé dans les années 1970 dans le cadre de la famille des véhicules de reconnaissance de combat à chenilles, ou Combat Vehicle Reconnaissance, TRACT, du Royaume-Uni. La philosophie de conception était simple. Créer un véhicule rapide capable de transporter des équipes spécialisées, comme des équipages anti-aériens ou des unités de reconnaissance à travers le champ de bataille tout en gardant le rythme des chars plus lourds. Pour cela, les ingénieurs britanniques ont tout misé sur la réduction maximale du poids d'un transporteur d'infanterie traditionnel. La coque, en alliage d'aluminium soudé plutôt qu'en acier, n'atteignait que 60 mm d'épaisseur sur l'arc frontal. Cela offrait une protection contre des obus de 145 mm à environ 200 mètres et contre les éclats, mais rien de plus. Un impact direct de n'importe quelle arme anti-char moderne traverserait facilement. Le moteur Jaguar de 195 chevaux du véhicule pouvait l'emmener à 60 miles par heure sur route dégagée, mais seulement avec une charge minimale. L'inverse, c'est que le rapport poids-puissance lui permettait de grimper une pente de 60 degrés. Le compartiment de l'escouade accueillait 4 soldats, sans les 3 membres d'équipage, accessibles par une porte arrière ou des trappes sur le toit. L'armement du véhicule se composait d'une seule mitrailleuse L37A1 de 7,62 mm, installée dans la tourelle du chef de char. C'était suffisant pour l'autodéfense contre l'infanterie, mais totalement inutile contre des cibles blindées. Même un autre Spartiate. La combinaison d'un blindage médiocre et de capacités opérationnelles limitées signifiait finalement que le Spartiate n'a jamais vraiment été utilisé en combat réel. Il a plutôt servi comme transport auxiliaire pour l'armée britannique. Même ainsi, l'amélioration constante de l'armement des véhicules de combat d'infanterie traditionnels rapprochait le char du point où il serait détruit par des véhicules auxiliaires similaires. Cela a conduit le Royaume-Uni à remplacer le Spartan par un Panther plus performant, des véhicules de commandement et de liaison. Les derniers Spartans en service dans l'armée britannique ont été retirés en 2009. Pour mettre en contexte, comparez le Spartan à l'équipement soviétique existant de l'Ukraine et aux alternatives occidentales. Le BTR-3 standard ukrainien, un véhicule blindé de transport de troupes produit localement, pèse 16,4 tonnes et transporte de 3 à 6 soldats, tout en étant équipé d'un canon automatique de 30 mm. Le M113 américain, que l'Ukraine utilise également, pèse 14 tonnes et transporte 11 soldats. Le M2 Bradley, que l'Ukraine désirait ardemment, pèse 27 tonnes, transporte 6 soldats en plus de l'équipage, et est équipé d'un canon automatique de 25 mm. Il dispose aussi de missiles anti-chars, tube-launched, optically tracked, wire-guided, guidés par fil et optiquement, avec viseurs thermiques avancés. Comparé à ces références, le Spartan paraît pathétique. Pourtant, lorsque le Royaume-Uni s'est engagé à envoyer 35 Spartans en 2022, puis a augmenté cet engagement à plus de 120, l'Ukraine a accepté avec gratitude. Lorsque la fondation caritative Sergueï Pritoula a collecté 65 millions de dollars en seulement 36 heures pour acheter 60 Spartans supplémentaires auprès de vendeurs privés britanniques, en novembre 2022, les soldats ukrainiens
ont célébré l'événement. Lorsque le Congrès mondial ukrainien en a acquis 13 de plus grâce à l'initiative Unis avec l'Ukraine. Les unités de première ligne se disputaient l'un à l'objet, acclamées car les forces ukrainiennes avaient vu ce que les analystes occidentaux avaient ignoré. Dans une guerre dominée par drones, artillerie et surveillance, les faiblesses des Spartiates étaient en fait des forces cachées. Les équipages ukrainiens ne prenaient même pas la peine d'essayer d'utiliser le Spartiate comme véhicule de combat d'infanterie de première ligne. Cela aurait été du suicide. À la place, ils l'ont transformé en taxi blindé à grande vitesse, optimisé pour des missions d'insertion et d'extraction rapide dans les conditions les plus dangereuses. Un soldat ukrainien a expliqué le concept opérationnel ainsi. Entrer discrètement, accomplir la mission dès l'ordre donné, déposer l'équipe d'assaut dès l'ordre, entrer et sortir nos gars. Cela différait radicalement de la doctrine de guerre mécanisée de l'OTAN, lors de la conception initiale du véhicule, où les véhicules de combat d'infanterie avançaient avec les chars tout en supprimant les positions ennemies avec des canons automatiques. Une mission typique du Spartan dans l'armée ukrainienne fonctionne ainsi. Le véhicule attend, dissimulé dans une lisière d'arbres ou derrière un relief, moteur éteint pour minimiser sa signature thermique et électromagnétique. Les drones vus à la première personne ukrainiens repèrent à l'avance l'itinéraire, identifiant poste d'observation russe, artillerie et opérateurs de drones. Lorsque le commandant de mission détermine que la voie qui lui va libre, l'équipage du Spartan démarre le moteur et accélère rapidement à travers le terrain découvert. Objectif, vitesse et surprise. À 60 miles/h, le véhicule parcourt environ 1 mile par minute. Cela réduit drastiquement la fenêtre de temps dont disposent les forces russes pour le repérer, transmettre les données de ciblage et lancer des contre-attaques. La compacité, d'abord perçue comme une faiblesse, est devenue un atout. Le Spartan est l'un des véhicules les plus compacts de sa catégorie, mesurant moins de 5,2 mètres de long et 2,5 mètres de large. Il peut donc se cacher là où des véhicules plus grands comme le BTR-3 ou le Bradley seraient exposés. Avec moins de 2,75 mètres de haut, sa silhouette basse le rend difficile à repérer et suivre pour les drones russes, surtout en mouvement rapide sur terrain complexe. Lorsque les forces ukrainiennes ont dû évacuer des soldats blessés depuis des positions exposées près de Bakhmout, les Spartans se sont révélés inestimables. En raison de la capacité relativement faible du véhicule, les Ukrainiens devaient donc souvent être entassés dans le compartiment de transport, selon la gravité de leurs blessures. Certaines opérations d'évacuation sont devenues légendaires parmi les unités ukrainiennes, parvenant à transporter plus d'une douzaine de soldats. Un membre de l'équipage a rapporté qu'au retour, il n'y a pas d'équipement à l'intérieur, donc on les entasse comme dans Tetris. Cela dépasse largement la capacité prévue du Spartan, qui est de 7 personnes au total. Mais lors des évacuations d'urgence, les équipages ukrainiens privilégient le sauvetage des vies plutôt que le respect des spécifications. La légèreté du véhicule offre également un avantage crucial que les analystes occidentaux ont constamment sous-estimé en ce qui concerne la pression au sol. Pesant 10,6 tonnes réparties sur ses chenilles, le Spartan exerce environ 0,4 kg par centimètre carré de pression au sol. Comparez cela à un char de combat principal comme le T-72 qui pèse 46 tonnes et crée environ 0,9 kg par centimètre carré, ou au Léopard 2 qui dépasse les 60 tonnes et génère une pression encore plus élevée. Cette différence est extrêmement importante dans la fameuse terre noire de l'est de l'Ukraine, qui se transforme en boue épaisse lors du dégel du printemps et après de fortes pluies. Les véhicules plus lourds s'enlisent, devenant des cibles vulnérables pour l'artillerie et les drones. La faible pression au sol du Spartan lui permet de traverser des terrains qui immobiliseraient des blindés plus lourds, ouvrant ainsi des options tactiques qui n'existaient pas pour les unités équipées de BTR-3 ou de Bradley. En fait, certains rapports suggèrent qu'un soldat sautant du véhicule pourrait rester coincé dans la boue, là où le Spartan est passé auparavant sans problème. Encore plus remarquable, sa légèreté pourrait offrir une certaine protection contre les mines anti-chars. La plupart des mines anti-chars à pression se déclenchent sous un poids de 150 à 300 kg, suffisant pour exploser sous les véhicules chenillés. Mais elles ne se déclenchent pas pour des charges plus légères. Le Spartan évolue dans une zone grise où certaines mines risquent de ne pas toujours se déclencher. Surtout les anciens modèles soviétiques, que l'Ukraine et la Russie ont tous deux largement utilisés. Bien que cela n'assure pas une protection totale, cela pourrait offrir une survie impossible pour les blindés plus lourds. Bien sûr, les remplaçants du Spartan comprenaient d'importantes améliorations du blindage pour les rendre moins vulnérables en cas de détonation d'une mine ou de tir de gros calibre.
On ne sait donc pas vraiment s'ils étaient efficaces contre les mines. Mais l'Ukraine a compris assez tôt que certaines spécifications techniques des véhicules cessaient tout simplement d'avoir de l'importance dans la grande stratégie de la guerre. L'invasion est vite devenue une impasse où aucun camp ne pouvait progresser. Cela a mené à la domination totale des systèmes sans pilote. Les deux camps déploient chaque mois des dizaines de milliers de drones, allant de simples quadricoptères commerciaux, larguant des grenades à des drones de course vus à la première personne sophistiqués, équipés de têtes anti-chars, jusqu'aux munitions rôdeuses à longue portée comme le lancer russe et les systèmes modifiés ukrainiens. La doctrine des chars reposait sur un blindage lourd et des protections actives pour survivre, mais les drones frappent bien par le dessus, ciblant le blindage le plus mince du toit des véhicules. Ils attaquent aussi en essaim, submergeant les protections actives et les dispositifs passifs comme les filets. Et même des essaims de drones peuvent coûter des ordres de grandeur de moins que les véhicules qu'ils détruisent. Dans cet environnement, l'absence de blindage lourd des Spartiates s'est révélée paradoxalement avantageuse, car il n'a jamais été prévu pour résister à des armes anti-chars lourdes. Les ingénieurs ukrainiens ont pu l'optimiser uniquement pour la défense contre les drones, sans chercher à équilibrer différents types de protection. Dans une vidéo de fin juillet 2025, on voit clairement des Spartans ukrainiens, équipés du même filet anti-drone que les chars de combat principaux et d'autres véhicules d'infanterie. Le filet métallique est ensuite couvert de camouflage, de toile ou d'un matériau similaire pour appliquer la tactique du poids, du lion évoqué plus haut. Auparavant, les véhicules étaient d'abord nécessaires pour le transport. Alternativement, certains véhicules ont été modifiés pour servir d'équipement de combat auxiliaire plutôt que de moyens de transport. Cela a été fait en installant une tourelle équipée d'une mitrailleuse lourde M2 Browning et d'un lance-grenade automatique à la place du canon automatique d'origine. Bien que cela ait empêché le véhicule de recevoir les mesures anti-drone, cela a considérablement augmenté son potentiel offensif. Mais les seules spécifications techniques n'expliquant pas pourquoi les Spartans ont tant réussi en Ukraine, alors qu'ils devaient finir à la casse. En réalité, ces véhicules ont simplement été surpassés par des modèles plus récents lorsqu'ils servaient dans leurs armées d'origine de l'OTAN. Cependant, les besoins pratiques de l'Ukraine offrent une seconde vie à ces anciens modèles. En 2009, la Grande-Bretagne a remplacé la flotte de Spartan par des véhicules de commandement et de liaison Panther. Il s'agissait de véhicules à 6 roues motrices, basés sur le véhicule polyvalent moyen italien IVCO. Le Panther, 7 tonnes, transporte 6 personnes et offre une protection balistique niveau 2 standardisation agreement. Il est plus rapide, plus économe, plus facile à entretenir et bien plus confortable que le Spartan à chenilles. Pour les opérations de l'OTAN en Irak et Afghanistan, cela avait du sens. La coalition disposait d'une supériorité aérienne écrasante, de réseaux renseignement, surveillance et reconnaissance avancés, et de chaînes logistiques capables de livrer des pièces partout en moins de 48 heures. Dans cet environnement, les véhicules à roues, avec des coûts d'exploitation plus faibles et de meilleures performances sur route, étaient idéaux. Mais l'Ukraine ne cherche pas la supériorité aérienne. Elle opère dans un conflit entre pairs, où les deux camps disposent d'une artillerie importante, d'essaims de drones et de capacités de guerre électronique. Les routes sont fortement surveillées, et souvent minées ou frappées par l'artillerie ou des drones. En même temps, les chaînes d'approvisionnement sont contestées et peu fiables des deux côtés en raison du nombre écrasant d'attaques de drones à longue portée qui ont lieu chaque jour sur les 1000 km de front. Dans cet environnement, la mobilité sur chenilles, la taille compacte et la mécanique simple des Spartans obsolètes les rendaient plus précieux que des alternatives plus récentes et sophistiquées. La suspension à chenilles offre plus de stabilité sur terrain accidenté, et la capacité du véhicule à gravir des pentes raides le rend presque inestimable. Dans le même type de terrain, vallonné parsemé de champs et de fossés, qui domine le front Ukraine-Russie dans le Donbass, les forces ukrainiennes mènent une guerre qui ressemble davantage au front de l'Est de la Seconde Guerre mondiale qu'aux conflits pour lesquels l'OTAN s'était préparée. Dans ce contexte, la quantité, la facilité d'entretien et la flexibilité tactique comptent plus que les capacités individuelles de chaque véhicule. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, puisque l'Ukraine a reçu environ 200 variantes du Spartan par différents canaux. Comparez cela au nombre d'autres systèmes occidentaux qu'ils ont reçus. Environ 100 variantes de Léopard. 2 du 2A4 au 2A6, provenant de plusieurs pays de l'OTAN. 31 chars M1, Abrams des États-Unis,
dont l'Ukraine en a perdu 27. Environ 300 variantes de M113, majoritairement fournies par la Lituanie depuis la production soviétique. 190 Bradley M2 M3, livrés par les États-Unis, dont environ 40 perdus ou endommagés. La flotte de Spartan est numériquement suffisante pour équiper plusieurs brigades. Les forces ukrainiennes ont formé le 250 et 1e bataillon de défense territoriale, la 127e brigade de défense territoriale et des éléments de la 67e brigade mécanisée autour des opérations Spartan. Ces unités ont mis au point des tactiques spécifiques, utilisant la mobilité et les capacités de transport du véhicule. Voici où l'histoire devient fascinante. Si l'Ukraine obtient de tels résultats, avec des véhicules de 50 ans jugés sans valeur par la Grande-Bretagne, que ferait-elle avec du matériel estimé par l'OTAN moderne? Les Panthères britanniques, remplaçants du Spartan, n'ont pas été offerts à l'Ukraine. La Grande-Bretagne n'a pas proposé les véhicules de combat d'infanterie Track Warrior récemment retirés, bien qu'ils aient été mentionnés pour de futures aides. Les véhicules de reconnaissance Ajax, plus performants et en service en Grande-Bretagne, ne sont même pas mentionnés. Une partie de la raison pour laquelle la Grande-Bretagne s'en tient à du matériel d'à peu près la même époque que les véhicules ukrainiens est la gestion du risque politique. Les pays de l'OTAN veulent éviter de fournir des systèmes aussi avancés, car leur perte ou leur capture compromettrait des technologies classifiées. Autre raison, la formation complexe. Les véhicules modernes exigent un entraînement sophistiqué des équipages sur plusieurs mois. Enfin, il y a l'infrastructure de maintenance. Les véhicules plus récents nécessitant des installations et des pièces spécialisées que l'Ukraine ne possède pas et ne peut pas avoir. Bien sûr, il y a une autre possibilité, où la Russie déclare que certains des transferts de dons peuvent trop faire pencher la balance en faveur de l'Ukraine et, soi-disant, menacer la Russie dans son ensemble. En retour, la Russie pourrait intensifier la guerre en utilisant des armes tactiques, y compris nucléaires, contre l'Ukraine, pour accélérer la guerre, pour ainsi dire. Cette tactique d'intimidation n'est pas nouvelle. Poutine avait déjà tenté de bloquer les transferts de missiles, chars et avions. Impossible de prévoir où il fixera la prochaine ligne rouge imaginaire. Mais le succès des Spartiates suggère que ces calculs pourraient être excessivement prudents. Les forces ukrainiennes se sont révélées remarquablement capables d'adapter l'équipement occidental, d'improviser des solutions aux défis de maintenance et de développer des tactiques qui maximisent les points forts des plateformes tout en minimisant leurs faiblesses. Considérez ce que cela signifie pour l'équilibre militaire plus large entre la Russie et l'OTAN. La Russie a perdu plus de 23 000 pièces d'équipement militaire depuis le début de l'invasion, selon les confirmations visuelles documentées par Oryx. Cela inclut environ 13 500 véhicules blindés détruits, qui provenaient de stocks accumulés sur des décennies. La capacité de production actuelle de la Russie est d'environ 250 chars, T-90M, et entre 70 et 100 véhicules de combat d'infanterie, BMP-3, par an, ce qui est bien en deçà des besoins de remplacement. Le pays a été contraint de sortir des équipements de plus en plus anciens des stocks. Des T-62 des années 1960 et d'après certains rapports, des T-34 de la Seconde Guerre mondiale ont été vus sur des trains allant vers l'Ukraine. La capacité militaro-industrielle combinée de l'OTAN dépasse de loin celle de la Russie, selon des analystes militaires polonais. Les États-Unis ont produit plus de 8800 chars M1 Abrams entre 1979 et 1993 avec des milliers en réserve et environ 135 nouveaux produits chaque année. À ce jour, l'Allemagne a fabriqué plus de 3000 chars. Léopard 2, la Grande-Bretagne, a produit près de 500 chars. Challenger, et la France a construit plus de 400 chars Leclerc. Et ce sont des chars de combat principaux modernes avec un blindage composite, des canons lisses de 120 mm, des systèmes de contrôle de tir avancés et des systèmes de protection active sophistiqués. Si les pays de l'OTAN décidaient de transférer ne serait-ce que 10% de leur flotte de chars hors service actifs à l'Ukraine, cela représenterait plus de 1000 chars de combat modernes entrant dans le conflit. Les Spartiates seraient pratiquement inutiles en comparaison. Le même raisonnement s'applique à l'infanterie, aux véhicules de combat, aux systèmes d'artillerie, aux plateformes de défense aérienne et aux avions de combat. L'OTAN a l'équipement. La question a toujours été la volonté politique. La performance des Spartiates prouve qu'un matériel occidental de moindre qualité, bien employé, surpasse les systèmes russes actuels. Les soldats et ingénieurs ukrainiens ne sont pas vraiment intrinsèquement supérieurs à ceux de la Russie,
qui est sans doute l'un des fournisseurs militaires les plus expérimentés de l'hémisphère oriental. Le développement militaire occidental des 50 dernières années, même sur des véhicules jugés obsolètes, offre des capacités que le complexe militaro-industriel russe actuel ne peut égaler. Au-delà des implications tactiques, opérationnelles et stratégiques, le succès du Spartan repose sur des choix d'ingénierie spécifiques que les modifications ukrainiennes ont améliorés. La M2 Browning procure une puissance de feu nettement supérieure contre l'infanterie, les véhicules légers et les positions fortifiées. Avec une portée effective de plus d'1 mile, elle permet aux équipages du Spartan d'engager des cibles inaccessibles avec l'arme d'origine de 7,62 mm. Le lance-grenade Mark 19 étend encore davantage cette capacité jusqu'à 1,37 miles, en délivrant des projectiles à fragmentation hautement explosifs, capables de neutraliser des positions ennemies ou de percer des véhicules moins blindés. Cependant, ces armes ont un inconvénient majeur. Contrairement au L-37A1 d'origine, qui pouvait être tiré depuis l'intérieur du véhicule, les M2 et Mark 19 obligèrent le tireur à s'exposer au-dessus de la tourelle. Les équipages ukrainiens ont résolu ce problème en ajoutant des boucliers blindés improvisés, comme des plaques d'acier soudées protégeant contre les armes légères, le feu et les éclats. Le tireur peut ainsi utiliser l'arme. Les véhicules sont aussi dotés de systèmes de communication modernes. Des Spartans disposent maintenant de radios Harris, facilitant leur intégration au réseau de commandement ukrainien et la coordination avec les opérateurs de drones. Cela répond à l'une des principales limites des véhicules d'origine, mais les systèmes radio des années 1970 sont tout simplement incompatibles avec les communications chiffrées modernes. Les améliorations du contrôle de tir ont aussi été précieuses. Le Spartan, bien que non conçu comme chasseur de chars, est apprécié par les forces ukrainiennes pour son potentiel comme plateforme de soutien-feu. Certains véhicules reçoivent des télémètres laser et des viseurs optiques améliorés, ce qui améliore considérablement la précision et la portée. Un membre d'équipage a noté, les roues de route sont caoutchoutées, et c'est l'un de ses avantages. C'est silencieux, il n'y a pas de bruit de métal, et les chenilles ont aussi des patins en caoutchouc, ce qui aide à réduire le bruit. Ce fonctionnement silencieux, combiné à la réduction de la signature thermique grâce à la gestion du moteur, rend le Spartan étonnamment furtif, malgré l'absence de système anti-surveillance sophistiqué. Dans un environnement dominé par les optiques thermiques et capteurs acoustiques, la discrétion offre des avantages essentiels en infiltration et extraction. Plus important encore, le Spartan est simple mécaniquement, permettant aux équipages ukrainiens d'assurer la plupart de la maintenance sur place. Sur le terrain, il remplace la chenille cassée et change les conduites de refroidissement quand le moteur surchauffe. Le véhicule ne nécessite ni d'ordinateur de diagnostic spécialisé, ni de composants électroniques difficiles à trouver. Comparez cela au Bradley, doté d'un moteur diesel turbocompressé complexe, d'une transmission automatique, d'un système de tir numérique et d'ordinateurs de gestion de champs de bataille. En Ukraine, un Bradley en panne doit généralement être acheminé vers des centres spécialisés, dotés de techniciens formés et d'équipements de diagnostic propriétaires. Cet avantage de maintenance augmente avec le temps. Après plusieurs mois d'opération, le taux de disponibilité opérationnelle de la flotte de Bradley diminue à mesure que les véhicules accumulent au lot des pannes mineures, qui ne peuvent pas être réparées sur le terrain. La flotte de Spartan reste plus disponible car les équipages résolvent les problèmes sur le champ, sans attendre un soutien spécialisé. Le succès du programme Spartan en Ukraine illustre aussi l'évolution de l'économie de l'approvisionnement militaire entre régions. Plus précisément, les armées occidentales ont auparavant recherché des plateformes de plus en plus sophistiquées, en partant du principe que la supériorité technologique offrirait des avantages décisifs dans tout conflit. Cela a mené à des systèmes tels que le chasseur F-35 coûtant 100 millions de dollars l'unité ou le destroyer Zumwalt à 75 milliards par navire. Et le programme Future Combat Systems, qui a été annulé après avoir dépensé 18 milliards de dollars sans déployer un seul véhicule opérationnel. La logique semble solide. La technologie avancée multiplie l'efficacité au combat, donc investir dans les meilleurs systèmes produit une capacité militaire optimale. Cependant, l'expérience ukrainienne montre que cette logique s'effondre en guerre conventionnelle intense. Le problème n'est pas que les systèmes avancés manquent de capacité, car le Bradley est indéniablement plus performant que le Spartan dans presque tous les aspects mesurables. Les systèmes avancés ne peuvent être produits, entretenus ou déployés en quantité suffisante lorsque l'attrition est élevée.
Prenons par exemple quelques calculs simples. Si un Bradley coûte 435 millions de dollars, soit le coût unitaire approximatif des commandes récentes de l'armée américaine, et qu'un Spartan remis à neuf coûte environ 50 000 dollars, c'est le montant payé par les fondations caritatives ukrainiennes aux vendeurs privés britanniques. Déployer 87 Spartans coûte autant qu'un seul Bradley. Supposons maintenant que les deux véhicules aient des taux de survie similaires dans les conditions ukrainiennes, ce qui semble à peu près vrai d'après les données de perte disponibles. Même si le Bradley est 3 fois plus efficace par véhicule, ce qui reste d'ailleurs discutable. Dans un environnement saturé de drones, la flotte de Spartan offre 22 fois plus de véhicules opérationnels pour le même investissement. Cela permet naturellement aux véhicules moins chers d'être plus polyvalents et utilisables, dans des situations de combat réelles. Les commandants ukrainiens peuvent utiliser les Spartans pour des missions risquées, évitant ainsi d'exposer les Bradley, dont les stocks sont limités. Ils peuvent positionner les Spartans dans des zones avancées, où un renfort rapide compte plus que les capacités individuelles du véhicule. Cela indique que les armées occidentales ont privilégié les capacités des plateformes, au détriment de la survivabilité, de la maintenabilité et de la taille de la flotte, lors d'opérations de contre-insurrection contre des adversaires moins avancés technologiquement. Peu importait, car avoir le meilleur véhicule valait le coup. Quand vous pouviez faucher l'opposition tout en subissant des pertes minimales en matériel ou en vie humaine. Mais contre des adversaires équivalents équipés d'armes sophistiquées, la quantité et la disponibilité pourraient primer sur de légères améliorations des capacités. L'histoire des Spartiates, comme beaucoup d'autres, renforce l'idée que la guerre en Ukraine n'est pas un conflit entre technologies militaires de pointe, quand de petits avantages font la différence dans les batailles. C'est une lutte d'usure, où la durabilité, l'adaptabilité et la volonté déterminent les résultats. Dans ce contexte, une boîte en aluminium sur chenille de 1978 devient un monstre de front. Pas grâce à des systèmes électroniques sophistiqués, ou des armes avancées, mais grâce à une utilisation intelligente, une adaptation rapide, et l'ingéniosité de soldats, qui refusent de laisser ces boîtes tomber dans l'oubli. Un membre d'équipage ukrainien a déclaré que cette chose venait d'une autre époque et d'une autre guerre. Mais d'une certaine manière, elle convient aussi à cette guerre. Quand la mission et les survies, la fiabilité prime sur les améliorations tape à l'œil. Merci d'avoir regardé Now. Pour comprendre comment l'Ukraine continue d'innover avec des ressources limitées. Regardez notre analyse de la montée de l'Ukraine au statut de puissance militaire régionale dans cette vidéo. Regardez notre analyse de la montée de l'Ukraine au statut de puissance militaire régionale dans cette vidéo. Pour suivre la géopolitique mondiale, abonnez-vous à The Military Show pour des vidéos quotidiennes.